Pour moi, l'école idéale, c'est l'école qui permet à chaque enfant de trouver sa place et d'avoir une chance qui soit égale entre femmes et hommes, jeunes filles, jeunes garçons, issus d'un milieu plutôt précaire ou pas. Je savais que c'était cette école et pas une autre. Et la raison, ça a été que je trouvais que la mentalité de permettre à n'importe qui de pouvoir poursuivre des études en informatique, l'IA est un accompagnateur de professeur et non pas un remplacement du corps enseignant. Quand vous rentrez chez vous, votre professeur n'est pas chez vous. Donc c'est là où l'IA devrait aussi vous accompagner en proposant des exercices ciblés. Alors, il y a des parcours qui changent notre façon de voir l'éducation et pour ça, Deepti Chander en fait partie. Ingénieure de formation, présidente d'Emma et fondatrice de Code at Home, elle a fait de l'inclusion numérique sa mission. Et son combat, eh bien, c'est celui-ci, celui de donner à chaque enfant, quel que soit son milieu, l'opportunité de découvrir le code informatique et l'intelligence artificielle et notamment les métiers de demain. Tout ça, on va en parler avec elle dans un instant. Elle a d'abord une ambition immense et je voudrais le mettre en avant dès le début de ce podcast, dès cette introduction atteindre 1 million d'enfants formés d'ici 2027. Aujourd'hui, elle va nous partager sa vision de l'école, du supérieur, la société aussi, comment l'éducation peut s'adapter aux bouleversements technologiques et devenir un vrai moteur d'égalité des chances. Ça en fait des sujets Dipti. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On est trop content de vous recevoir. Alors, vous avez fait plein de choses. On va en parler tout au long de ce podcast sous forme de différents, j'allais dire épisodes, ça n'est pas, plusieurs épisodes qu'on va enregistrer ensemble, mais votre vie a eu différents épisodes. Et je voudrais commencer par un point de vue peut-être philosophique. Vous avez été écolière, collégienne, lycéenne, vous avez, ensuite fait vos études notamment à Épithèque et donc vous avez forcément un regard sur l'éducation qui est c'est votre ADN aujourd'hui. Vous avez envie de transmettre et c'est ce que vous faites depuis des années déjà. Alors justement, si vous deviez décrire l'école idéale pour le 21e siècle, elle ressemblerait à quoi cette école? Waouh, waouh, waouh. Vous avez C'est 4 vrai que heures. c'est, c'est la grande question d'actualité, hein. L'école idéale avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies. Donc je fais référence à l'IA. Je pense que, si, je regarde en arrière et que j'ai 4 ans, et que je me dis, «L'école idéale, ça serait quoi?» Pour moi, l'école idéale, c'est l'école qui permet à chaque enfant de trouver sa place et d'avoir une chance qui soit, finalement égale entre femmes et hommes, jeunes filles, jeunes garçons, issus d'un milieu, plutôt, précaire ou pas. Pour moi, l'école, ça doit être l'égalité des chances. C'est encore un sujet aujourd'hui en France. On le sent dans ce que vous dites, il y a encore un peu de travail à faire. Vous le constatez au quotidien? Oui, absolument et je l'ai vécu moi-même, hein, j'ai été, très tôt, j'ai voulu faire des études en informatique, et ma conseillère m'a souvent, rappelé à l'ordre en disant que ce sont des métiers réservés pour des hommes. Donc c'est bien qu'une femme s'oriente vers un métier qui soit plus accessible pour elle et c'est vrai que ces inégalités-là devraient pas se produire puisque, chacun, et c'est ce que je défends, chacun et chacune a sa place dans les métiers de l'in. Vous êtes donc passé par Épithèque, je le disais en introduction, grande école, Épithèque. Ça vous a plu? Ça a été, une expérience qui a changé, ma vie, je C'est dirais. vrai? Qu'est-ce que vos années d'études justement à Epitech, elles vous ont appris et qu'est-ce qui d'ailleurs, selon vous, encore aujourd'hui, manque dans l'enseignement supérieur? Il y a 2 questions très importantes quelque part dans ma question là, mais, faire ses études à Epitech, ça prouve aussi un parcours, une ouverture d'esprit sur les sujets qui sont portés par Epitech qui sont très précis, très pointus. Bravo d'être arrivé jusque-là. C'était un rêve pour vous quand vous étiez jeune de faire une école comme Epitech? Alors, en fait, je ne savais pas que j'allais faire Épithèque, je savais juste que j'allais aller en informatique. Comment, par quel chemin? C'était flou, puisque j'avais pas eu un parcours, classique, de bac S et donc on avait souvent tendance à dire: «Si tu fais bac S, tu peux aller en informatique. Si tu fais pas bac S, il y a pas énormément d'options et de possibilités» et moi, je l'avais pas fait Qu'est-ce et que vous avez donc fait comme étude alors? alors moi, j'ai fait un bac STG, rien à voir, bac technologique et donc c'était en gestion, et complètement à l'opposé, de ce que je suis aujourd'hui. Comme Hem, quoi tous les chemins mènent à Rome. c'est ça et c'est vrai que les
on va dire, on a tendance encore en France à nous mettre dans des cases. Et ça a été pour moi, très difficile puisque, je n'appartenais à aucune de ces cases-là. Je voulais créer ma case moi-même et donc, pour créer cette case, bah, fallait, aller à l'encontre de, la société, à l'encontre des parents, à l'encontre, des professeurs, à l'encontre des conseillères d'orientation, à l'encontre de pas mal de choses. Puisque je crois profondément que lorsqu'on a une conviction, qu'on est convaincu que c'est cette voie-là, peu importe le temps que ça nous prend, on arrive toujours à arriver, atterrir, je devrais dire, dans cette bonne direction. Et donc, pour moi, Epitech, lorsque j'ai découvert, ça a été l'élément déclencheur où, je savais que c'était cette école et pas une autre. Et la raison, ça a été que je trouvais que la mentalité de permettre à n'importe qui, donc, bac S, bac STG, bac professionnel, de pouvoir poursuivre des études en informatique. Et j'aimerais quand même rappeler que Epitech, on fait pas de l'informatique généraliste, hein. On fait vraiment de l'informatique pure et dure. Je dirais que c'est une des écoles de France, une des rares écoles de France qui te permettent de mettre la main dans le code et du coup de ressortir avec des compétences, qui sont, recherchées sur le marché, mais aussi d'apprendre par toi-même parce que c'est la politique de l'école. Et donc pour moi, c'était un élément déclencheur. Et je m'en rappelle encore, avoir, pris la décision sans même consulter mes parents que c'était cette école et que, peu importe ce qui se passe, je remuerai ciel et terre et j'irai là-dedans et pas ailleurs. Bravo, en tout cas, pour ce parcours. Alors vous avez, je comprends parce que vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme aussi, adoré vos études à Epitech. Malgré tout, est-ce que vous constatez ou avez constaté qu'il manquait encore quelque chose dans l'enseignement supérieur? Oui, alors revenons à ce qu'on disait, au début sur, l'égalité des chances. Ce que j'ai constaté, donc cette fameuse remarque, dont on a discuté à l'instant de la conseillère d'orientation, je ne comprenais pas cette remarque-là. Mais en fait, arrivé en informatique, on alors je vais pas dire qu'on comprend, je vais dire on le vit et on le voit au quotidien. Moi, je m'en rappelle qu'on avait des promotions de 500 élèves avec, plus de 480 développeurs hommes et plus qu'une vingtaine, de jeunes filles, jeunes femmes, en tant que Ah, développeuses. vous étiez un peu l'exception, en fait, Et on était la rare, l'espèce, rare, si je en devrais voie dire de ça. disparition. Exactement, en voie de disparition. Et je pense que, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience, sans l'avoir, vécu et l'avoir vécu pendant des années et continuer à le vivre encore aujourd'hui. C'est d'arriver en fait dans ces métiers-là qui sont très peu, issus de l'inclusion, je dirais, très peu d'inclusion. Et donc finalement, on se pose, c'est à ce moment-là que, je me suis assise et je me suis dit: «Ah d'accord, sa remarque voulait dire ça». Elle était bien sûr mal tournée, mal formulée, mais la réalité c'est que, les métiers, très, très techniques sont aujourd'hui, majoritairement masculins. Alors, on a encore un peu de travail, effectivement, sur ces sujets-là, mais justement, on est ravis d'en parler avec vous parce que le sujet est vaste. Les étudiants et les élèves aujourd'hui grandissent avec l'intelligence artificielle, avec le numérique. Peut-être qu'on aura bientôt des cours d'intelligence artificielle à l'école ou pas, on ne sait pas. En tout Je cas, l'espère. c'est vrai. J'allais vous poser la question, quelles compétences devraient être absolument au cœur de l'enseignement aujourd'hui? En fait, je pense que fermer les yeux sur l'IA, c'est une erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que l'école doit un minimum, enseigner, expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle. Parce que ça ne sert à rien de censurer ça, alors que, la moitié de la population ou une majeure partie de la population l'utilise. Pour que, il y ait du changement positif, il faut connaître ce qu'on a en face de nous. Sans connaissance, on ne peut pas juger si l'IA est bien ou si l'IA est mauvais. Moi, je suis pour, régulariser l'IA, je le dis souvent. Il faut mettre un contexte, il faut mettre des règles, c'est important, mais il faut aussi expliquer aux enfants, dès le très jeune âge, ce que l'IA permet de faire et ce que l'IA ne doit pas permettre de faire. Et donc, comme ça, créer cet esprit critique permettra aussi aux enfants de prendre des décisions plus tard sur telle réponse l'IA m'a donnée. Est-ce que cette réponse est importante? Est-ce que cette réponse est complètement à l'opposé de ce que moi je dois comprendre, assimiler ou faire? Parce que c'est ce qu'on constate en fait finalement. L'IA est créée par les humains. Alors si l'humain ne veut pas l'utiliser ou l'humain s'auto-censure,
l'humain émet des biais. Et donc, pour éviter d'en mettre, il vaut mieux que chacun découvre le fonctionnement. On passera pas à côté de l'IA. On ne pourra pas arrêter des millions d'entreprises ou de modèles d'arrêter de fonctionner parce qu'on est contre l'IA. Ça ne marchera pas comme ça. Aucune révolution ni l'évolution informatique n'a été arrêtée par qui que ce soit. Donc, euh, aidons à je dirais, à le préparer comme nous le voulons, mais surtout comme la société devrait le vivre de manière égalitaire et non pas subissons l'IA. Moi, pour moi, à l'école, avec Emma, ce qu'on adorait faire, c'est se dire, on explique comment fonctionne l'IA, d'où vient l'IA, l'histoire de l'IA. Avant l'IA, il y a la data. Avant la data, il y a Internet, il y a l'informatique. Donc, tout ça, Et puis des femmes aussi, exactement. dont on ne parle pas beaucoup. Nous avons été pionnières. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut rappeler et qu'on a tendance à oublier. Comment convaincre justement le système éducatif, qui est souvent quand même en France perçu comme rigide, d'intégrer plus rapidement ces évolutions? Est-ce que vous estimez qu'on a un peu un train de retard en France par rapport justement à l'implémentation de l'IA dans le cursus scolaire? Et j'ai pas envie de dire qu'on a un retard ou on est en avance. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu de quand on l'introduit au sein des établissements scolaires de manière à ce que ça devienne finalement une matière à part entière. Aujourd'hui, il faut faire vraiment le travail de jauger ce qu'on veut expliquer aux enfants sur l'IA, ce qu'on autorise et ce qu'on n'autorise pas. Une chose que j'aimerais finalement qu'on garde en tête, l'IA ne va pas remplacer les professeurs. L'IA ne devrait pas remplacer les professeurs. L'IA doit aider les professeurs. Et ça, on a tendance à l'assimiler pas trop dans ce C'est un sens-là. danger, c'est vu comme un danger et tout ce qui peut attaquer quelque part d'une manière ou d'une autre le rôle de l'enseignant, N'importe quelle technologie est vue oui. comme un danger au début. C'est pour ça que régulariser, mettre un cadre, réussir à le mesurer, c'est important. Et donc, se dire que l'IA est un accompagnateur de professeurs et non pas un remplacement du corps enseignant. Et quand je dis accompagnateur, quand vous rentrez chez vous, votre professeur n'est pas chez vous. Donc c'est là où l'IA devrait aussi vous accompagner en proposant des exercices ciblés en fonction des questions ou des compétences qu'il pense et que vous pensez souhaiter acquérir. Et donc nous, on parlait tout à l'heure de Codatom. Codatom a vocation sur le code informatique, puisqu'on donne des ateliers, on donne des workshops pour apprendre aux enfants à coder et aussi à apprendre finalement comment créer une IA. Et bah, dans le cadre de ce programme-là, Codatom sera une plateforme à part entière qui vérifiera les lacunes des enfants et recommandera des exercices. En aucun cas, il viendra nous remplacer ou il viendra remplacer les équipes Emma qui sont des experts dans le domaine de l'informatique. Et donc, ce shift-là, ça met du temps à arriver, mais je pense que c'est l'approche à prendre. Mais avant de prendre cette approche, il faut former les professeurs. Et ça, Ah, c'est c'est encore un autre autre chose, hein, sujet. Voilà, on pourrait faire un podcast de 3 heures. sur ce sujet. Je suis bien d'accord. Alors moi, j'ai une question quand même parce que depuis tout à l'heure, on parle notamment d'Emma. Pourquoi ça s'appelle Emma? Sachant que c'est E-MMA. Exactement. Pourquoi ce Alors, nom? donc moi, si je devais l'appeler, je l'appellerais peut-être l'informatique inclusive ou quelque chose de ce type-là. Notre objectif de E-MMA, c'est Mutual Motivation Ability. Donc, c'est de travailler ensemble avec les hommes et les femmes. Il ne faut pas qu'on soit plutôt l'un contre l'autre, mais il faut qu'on soit ensemble dans ce combat. Et j'ai même envie de dire dans ce changement qui est révolutionnaire, qui est l'informatique et l'IA, et bien sûr la suite quantum computing. Bon, on verra quand ça viendra. Alors vous dites souvent, parce que quand on regarde vos interviews, qu'elles soient télévisées, radio, podcast, parce que Dipti est une star, hein, mesdames et messieurs, vous dites souvent que tout a commencé avec un constat d'injustice. C'est quoi le moment déclencheur qui vous a donné envie justement de vous lancer dans cette aventure associative?
Oui, bah, j'étais assise, en train de faire un projet de code finalement et là Vous aviez quel âge, pardon? je devais avoir, Vous étiez étudiante? ouais, j'étais D'accord, étudiante, je devais avoir 19-20 ans, je d'accord. pense. Et puis, je finis mon programme incroyable, j'ai refait la NASA alors que, maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était un petit programme informatique, de rien du tout qui existe déjà depuis, la nuit des temps. Et je me suis, levée de ma chaise et je regardais autour de moi et je vois, il y a un problème, quoi. Il y a un vrai problème d'inclusion, pourquoi, je suis la seule femme, à apprendre ça alors que, je suis capable, de comprendre, le bas niveau, de l'informatique, jusqu'au, front, et cetera. Et là, je me suis dit, bah, soit je reste et je fais rien et je termine mes études et je fais ma vie, et je finis, ma vie, en informatique et ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que j'aurais changé? Rien du tout. Et donc, là, ça a été vraiment, une rage, une autre rage puisque la première c'était d'arriver en informatique et de prouver qu'on pouvait y aller sans parcours, technique. Et là, je me suis dit, «Je vais voir comment l'enseignement du code et de l'IA permettrait de changer les mentalités et finalement de créer des vocations. Et donc, c'est là où Emma a grandi, a pris de l'ampleur, et est passée à l'international. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants sont en demande, justement, qu'on leur propose, ce genre d'activité que nous, on n'a pas eu à ce moment-là. Et on voit même alors, je me déplace beaucoup en Asie, dans un peu partout dans le monde et on voit que pour certains pays, ces métiers sont des métiers qui sont une voie pour s'émanciper et pour sortir de leur situation compliquée, et de trouver une liberté que nous, on peut, prendre ça comme acquis ou, dormir, sur nos lauriers de C'est temps en temps. ça. J'ai échangé il y a quelques jours avec, Frédéric Bardot, le, président et directeur général de Simplon. École de formation là aussi, école qui forme les éloignés aussi de l'emploi et du numérique au métier du numérique et qui me disait: «Mais par exemple, vous allez en Inde, que vous, connaissez très bien, là pour le coup, les classes sont inversées». C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de jeunes filles qui se lancent dans l'informatique, là où en France c'est tout l'inverse et c'est ce que vous avez vécu et c'est d'ailleurs le point de démarrage de votre aventure associative. C'est quand même assez fou, c'est un sujet je lui posé la question, je lui ai dit: «Est-ce que c'est un sujet culturel?» Et il me dit: «Oui, mais au-delà de la culture, c'est un sujet d'éducation». C'est-à-dire que si ces biais n'étaient pas transmis dès l'école, dans ce cas-là, on aurait autant de filles que de garçons qui se lanceraient dans ces métiers-là, Mmh, comme dans d'autres. oui. Mais Après, on a un avantage, c'est que, on est dans un pays, avec beaucoup de privilèges et donc souvent, le privilège est considéré comme je disais, quelque chose de dû, heu et donc on oublie, la chance qu'on a et des pays comme l'Inde, donc j'y étais il y a quelques semaines, donc des pays comme l'Inde, on voit, des femmes et des hommes, qui partent de rien, qui créent des startups qui vont des millions ensuite, ou qui vont dans des métiers, d'informatique, et donc qui changent le monde. Je pense que, tu as parlé de l'éducation. L'éducation joue, mais aussi, la connaissance de ces métiers-là, ça joue puisque on va aussi dans les métiers qu'on connaît. On parle souvent de médecin. Médecin, on connaît, on sait comment le médecin, change des vies. Un informaticien, informaticienne change aussi des vies et permet aussi, de sauver des vies. Et donc, ça, c'est des messages qu'on ne passe pas assez et il y a pas assez de rôle modèle aussi pour les passer. Où tu as parlé de l'Inde. L'Inde, oui, c'est vrai que ce sont des métiers, on va naturellement s'orienter, dedans ou je dirais plus naturellement. On n'est pas non plus à la parité là-bas non plus. Mais, c'est vrai que cet élément déclencheur, quand on parle du métier de l'informatique, c'est pas vu comme ici où, c'est des métiers qui sont, réservés, même si, les mentalités changent, mais ça serait bien que ça change, un peu plus vite. dans le bon sens et un peu plus vite. Dans votre parcours diptyque, qui est-ce qui a cru, en vous, la 1re, la personne sans qui vous ne seriez pas là aujourd'hui? Moi, moi-même. Bravo, mesdames et messieurs.
On l'a jamais eu cette réponse. Moi, je trouve ça génial. Non, mais c'est vrai! C'est vrai que alors, ça doit paraître un peu bizarre comme réponse, mais c'est la vérité, puisque, au moment où on perd confiance, c'est là qu'on doit regagner confiance. On sait que le chemin sera pas tout droit. En tout cas, c'est rare que le chemin soit droit. Moi, ça n'a pas été le cas. C'est toujours pas aujourd'hui, mais l'objectif est là. Donc faisons tout pour l'atteindre. On va pas, nous surtout les femmes, on va pas venir nous donner tout sur un plateau. Malheureusement, il va falloir, se battre, peut-être même plus que des hommes, travailler plus, malheureusement, encore aujourd'hui. Mais si personne n'y croit, c'est pas grave. Vous, vous y croyez, c'est déjà, un step en avant. Masterclass de motivation de Deepti Chander. Bravo, en tout cas. Alors justement, quand vous regardez les visages des enfants, que vous accompagnez dans le cadre de vos ateliers, qu'est-ce que vous voyez? C'est des étincelles qui brillent? C'est un peu de peur parce que certains n'ont peut-être jamais vu un programme informatique, de leur vie, donc ils découvrent ça et expliquez-nous ce qu'ils développent aussi dans vos ateliers. C'est un peu de tout. Je me rappelle, ces derniers ateliers, une des ateliers notamment à Vivatech, mais aussi dans des établissements, on constate qu'au début, certains enfants ont peur parce qu'ils associent le code, l'IA à des mathématiques. Ils disent: «Moi, j'ai pas le niveau en maths». Je vous rassure, j'avais pas du tout le niveau en maths et pourtant je suis là et donc déjà, il y a cette petite peur, pas pour tous, mais pour beaucoup. Et ensuite, petit à petit, ils se rendent compte que c'est un exercice comme à l'école et donc à la fin, on est obligé de fermer les ordinateurs tellement ils ne veulent pas lâcher les ordinateurs et donc j'ai encore une image, d'un de nos récents ateliers où, bah, l'heure était terminée et on disait, «Bon, bah, on doit passer à la classe suivante». Et donc les enfants ne lâchaient pas les ordinateurs, on a été obligés de les fermer. En fait, on fermait, ils rouvraient. On fermait, ils rouvraient. Et donc cette image, C'est je l'ai addictif. encore, voilà, en tête, mais ça montre bien que, une fois qu'ils ont compris ce que c'est, bah, ils se rendent compte que, finalement, c'est un métier à part entière. Quelle résistance vous rencontrez encore aujourd'hui, justement, quand vous parlez d'inclusion et de diversité dans la tech? On en a parlé ensemble et c'est d'ailleurs là qu'on s'est vu la dernière fois à Vivatech, où on a animé une très jolie table ronde avec, notamment la PDG, France de Mastercard qui venait d'être, nommée avec Elisabeth Moreno, avec d'autres aussi et c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est que quand on parle d'inclusion et diversité dans la tech, on a l'impression que les choses bougent effectivement, mais qu'il reste encore tout à faire. C'est le constat que vous faites aussi? Alors, les choses bougent, je dirais, la parole s'est libérée depuis quelques années. Est-ce que les choses ont assez bougé? Je ne suis pas totalement sûre. Même si c'est positif, je reste positive, mais maintenant il faut mettre l'accélérateur puisque, on parlait d'IA, ce sont des technologies qui ne s'arrêtent pas d'évoluer et donc maintenant comment est-ce que nous on suit finalement? Et je pense que, on est dans un momentum où, on peut renverser la situation si on s'y met tous ensemble, parce que c'est un combat qui est collectif et c'est pas un combat, qui doit être mené que par, le corps associatif, ou l'éducation nationale ou les entreprises. Il faut vraiment que ce soit un collectif. Un travail qui nous concerne toutes et tous. Emma est passée d'une petite association étudiante à un mouvement national et même international. Vous êtes dans combien de pays maintenant? Alors dans 16. C'est énorme. Et en plus, ça n'est pas votre seule activité, vous faites plein de choses à côté. Alors justement, quels ont été les moments charnières de cette aventure collective? Parce que déjà, enfin, Heu, on a du mal à s'en rendre compte, mais je ne sais pas combien d'élèves vous avez en France, mais ensuite il faut développer ça, il faut trouver des acteurs de confiance un peu partout dans le monde où vous êtes. Ça, j'imagine que c'est beaucoup de déplacements aussi. C'est une pédagogie sans doute que vous avez créée, pour donner justement, le numérique et le rendre accessible, au plus grand nombre. C'est vrai que, on a beaucoup appris, de nos erreurs aussi, hein, on a fait des erreurs, mais comment est-ce qu'on arrive à rendre l'éducation, en tout cas surtout, les programmes qu'on propose, accessibles à grande échelle. Je pense que c'est ce qu'on a commencé déjà à faire depuis quelques années, mais là, c'est ce qu'on va faire dans les années à venir. Puisque, l'arrivée, de cet ouragan, d'informatique, de l'IA et de tout ce qui va autour,
est tellement importante et tellement, je vais dire, profondément, qui transforme notre société. On peut pas, rester, sur, sur le trottoir et laisser passer la vague et donc les moments charnières, je dirais, nous attendent. C'est pas ceux qu'on a passés parce que dès que c'est passé, c'est passé. C'est ceux qui vont arriver, qui vont être les plus durs et je dirais les 2 3 prochaines années, Emma, doit prendre un tournant, plus important à l'échelle globale et devenir la référence, de, dans l'éducation, dans le code et dans l'IA. Concrètement, comment on fait pour viser justement, je crois, 1 million d'enfants en 2027? D'ici 2027? C'est quoi les leviers, les alliances, les liens avec la politique aussi, j'imagine, que Absolument. vous mettez en Alors place? oui, effectivement, c'est comme je disais un combat collectif Ah oui. et tout le monde, doit, pouvoir, contribuer et doit contribuer puisque, on a chacun, c'est un puzzle, hein, pour moi, on a chacun un morceau et donc pour le construire et le terminer, il faut que l'éducation, le gouvernement s'implique. Il faut que le gouvernement, soit, moteur, hein, mette en place, des réformes, mette en place, justement des lois, qui soient, profondément, importantes, pour l'accélération, et la connaissance, de ces métiers-là. Les entreprises jouent un rôle, clé. Ils pratiquent ces métiers au quotidien et donc il y a pas mieux que eux pour l'enseigner et quand je dis l'enseigner, c'est expliquer via leur rôle modèle au sein de leurs entreprises et il faut aussi que nous, des acteurs, associatifs qui sont sur le terrain, savent ce qui va, ce qui ne va pas et sachent finalement s'adapter comme l'informatique qui avance et s'adapte, très, très vite. Comment nous, en fait, on se prépare, à ce changement. Mmh. Sacré travail là aussi. Avec l'IA qui bouleverse l'éducation, comment on réinvente aussi l'apprentissage pour que justement, bah, les jeunes, ils soient pas que consommateurs de technologie, mais aussi créateurs, acteurs? Ce qu'on voit dans les constats auxquels on assiste effectivement dans les médias notamment, c'est, cette vague de la nouvelle génération qui consomme TikTok et cetera. On a eu, au moment en tout cas où on enregistre ce podcast, ce drame avec, Jean-Paul Manoff, sur la plateforme, Kick, où vous avez plus de 20 000 personnes qui ont regardé pendant des heures et des heures ce créateur de contenu, se faire, tabasser et cetera et qui a été une vague d'émotions en France. Votre travail aussi, c'est justement de les rendre, acteurs, ces jeunes-là? C'est ça. En fait, s'ils sont pas acteurs, ce genre d'incident, reproduira, plus fréquemment et on veut surtout pas ça. On veut surtout qu'ils soient, plus qu'acteurs, je dirais, qu'ils soient créateurs, qui puissent, contrôler, je dirais, le résultat de ces technologies-là. Puisqu'on a souvent tendance, à prendre peur, mais on a peur quand on ne connaît pas, très souvent. Et donc comment est-ce que, finalement, on prend les devants et on contrôle ces IA-là, ou on contrôle, l'informatique, la contenu tous les contenus qui passent sur internet et donc ça passe par, une connaissance, mais aussi un jugement critique et le jugement critique, finalement, c'est quelque chose qu'on a encore plus besoin de le développer aujourd'hui parce qu'on voit plein d'informations sur internet qui circulent et on n'est pas capable de faire la différence et donc tout ça, ça passe par une formation, des connaissances et de l'acculturation. D'autant plus, enfin, je comprends que vous me dites que l'esprit critique, la formation à l'esprit critique devient la compétence clé quelque part de ce siècle. Et en même temps, on a l'impression que si on devait être formé ou si on devait former les enfants à cet esprit critique et à l'intelligence artificielle, ça va tellement vite qu'il y aurait un travail de création pédagogique, de suivi pédagogique quelque part, qui serait, conséquent, qui doit être fait sans doute par des experts et puis par toutes ces parties prenantes dont vous parliez, les entreprises, les associations et cetera. Mais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai découvert une vidéo sur, Instagram de lapins qui faisaient du trampoline. Je sais pas si vous avez vu. Exceptionnel ce truc. C'était je vous jure, je vais essayer de vous la retrouver. Des lapins en pleine nuit qui font du trampoline. Bon et je me dis: «Quand même, ils vivent leur meilleure vie, ces lapins, ils font du trampo» et en fait et j'étais convaincue que c'était une vraie vous savez comme une image de vidéosurveillance que vous avez, dans votre jardin, la nuit. La vidéo dure 8 secondes.
Et c'est assez pour vous dire que c'est vrai, les lapins, ils s'éclatent. Bon, et en fait, dans le 20h de TF1 le lendemain, je découvre dans leur partie de décryptage, d'informations et notamment liées à l'intelligence artificielle que c'est une intelligence artificielle qui a créé cette image. Et derrière, vous avez eu des répliques avec des sangliers qui font du trampoline, avec des chèvres qui font du trampoline, et cetera, et jamais je n'aurais pu imaginer que c'était une intelligence artificielle, alors qu'on travaille toutes les 2 dans des métiers aussi du numérique avec ces expertises. Donc on a envie de se dire, quelque part, ces jeunes, forcément, qui ne sont pas formés comme nous à ces métiers-là et à ces biais que peuvent créer la technologie, il y a du boulot, quoi. C'est inquiétant. Et en même temps, le terrain de jeu est immense, donc ça laisse aussi beaucoup de, comment dire? Le bac à sable est tellement grand qu'il y a plein d'acteurs qui peuvent prendre la main sur ce sujet-là. Et plein de femmes aussi. Si on veut renverser la Tout tendance, à fait. on Ah peut, bah là, là, on est bien positionné pour le oui, faire. il faut les inviter à prendre la main, effectivement. Alors justement, si vous aviez, la possibilité j'ai l'habitude de poser cette question, si demain vous étiez nommé ministre de l'Éducation nationale, par exemple, ou de l'enseignement supérieur, ce serait quoi votre première mesure si vous pouviez transformer le système éducatif français en un point précis? Par quoi vous commenceriez? Déjà des modules obligatoires, pour, apprendre l'informatique et l'IA, à l'école. Ça, c'est la base. Hem, il y a les modules technologiques qui existent, c'est comme ça qu'on les appelle, technologiques ou je pense que le nom est toujours le même. Sans rajouter une charge supplémentaire, comment est-ce qu'on revoit ce module-là pour pouvoir, heu, le rendre plus d'actualité et donc permettre en fait de faire ce savoir en continu tout au long de l'année. Mmh. Oui, c'est vrai parce que, enfin, vous aviez peut-être des cours de technologie comme moi quand on était plus jeune, il y a quelques années. Et moi, dans mes cours de technologie, j'ai jamais appris, par exemple, à créer un site internet ou à coder quoi que ce soit. C'était complètement, inconnu pour moi, en tout cas à l'époque. On avait des cours où on créait des petites voitures télécommandées. Vous avez fait ça? Non? C'était génial. Franchement, c'était génial et des ponts aussi, mais c'était plus de la compréhension ou de l'acculturation, mais c'est de la technologie qui est aussi très importante et hyper utile et pratique pour les enfants, et qui est tellement différente aussi des cours magistraux qu'on peut avoir et là, pour le coup, très, très, très théoriques qu'on a dans le système éducatif français. Mais effectivement, vous, ce que vous me dites, c'est qu'il faut plus, voilà, que les enfants mettent la main dans le code. C'est ça, il faut plus de pratique en fait. Puisque, c'est un métier, qui a, qui de manière, on va dire, théorique, hem, peut paraître compliqué, alors démontrons que ça ne l'est pas et donc faire manipuler, bah, c'est ce qui se passait dans les modules technologie. Je m'en rappelle, moi en tout cas, on faisait du soudage, des C'est ça. c'est ça qu'on faisait et bah, pareil, pratiquons. Alors, on va avoir tendance à me dire: «Oui, mais c'est déjà le cas, on a déjà, des cours de code à l'école». Alors oui, apparemment, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des établissements. Donc là où, comment est-ce qu'on arrive à faire, en sorte que, c'est pratiqué dans l'ensemble des écoles? C'est tout l'enjeu, effectivement. Vous avez à peine 30 ans, je crois. Et vous avez déjà un parcours hyper impressionnant. Comment vous trouvez l'énergie difficile? Parce que moi, vraiment, je suis admirative. Vous êtes là, vous êtes en pleine forme alors que vous avez un parcours, voilà, et un quotidien qui est très chargé. Comment vous trouvez l'énergie aujourd'hui de mener à la fois une carrière d'ingénieur et un engagement aussi associatif d'une telle ampleur enfin, vraiment, quand on le voit de l'extérieur, on se dit: «Mais c'est plus qu'un job à temps plein». Comment vous faites? Vous Absolument, oui, dormez oui, pas? oui, c'est un Vous dormez pas, en fait, c'est ça le secret. bah, oui, ça, c'est vrai que c'est le risque. Je dirais que c'est un job, même plus qu'à temps plein. Mais comme je le disais, c'est vraiment, la motivation de faire changer quelque chose et de laisser, un réel changement derrière soi. Et je pense que, je serais mal d'aller me coucher tous les soirs en me disant que j'ai pas contribué, 1 à faire avancer cette cause. Et je pense aussi qu'on l'a personnellement vécu, on se sent, plus, Encore plus concerné? concerné, touché. Et moi, en tout cas, quand je vois des enfants s'en sortir,
dans nos ateliers avec les larmes aux yeux. Moi, je me mets souvent à pleurer devant. Donc c'est vraiment je dirais une motivation, personnelle et une motivation, permettre en fait à n'importe qui de se dire: «Bah, les rêves peuvent devenir réalité jusqu'au moment où on continue à persévérer». Ça fait combien de temps maintenant combien de temps, pardon, maintenant que vous avez, lancé Emma? Ça doit faire, 12 ans maintenant. Donc vos premiers élèves qui ont participé à vos ateliers, peut-être que maintenant, ça y est, ils sont en train de passer le bac ou qui commencent leurs Certains sont études? déjà en informatique. Ah ouais? On Vous a avez des un retours? petit suivi, c'est vrai. C'est génial. Donc certains sont allés en BTS, informatique ou d'autres dans des écoles et donc moi, je reçois souvent des messages, j'en garde. Hem, à 21 heures le soir, quelqu'un se connecte sur LinkedIn, j'accepte et me dit, une jeune fille, me dit, «J'ai entendu, à telle année, telle interview où j'ai participé à ça et j'allais renoncer et finalement, je ne l'ai pas fait». Donc c'est vrai que rien que ça, même si ça contribue, pas à changer, heu, des milliards, de personnes, mais à petite échelle, en tout cas à l'échelle qu'on a aujourd'hui Bien dans sûr, Emma, ça porte. c'est énorme. Changer une vie, l'une après l'autre, c'est déjà pas mal. Parce que j'aurais voulu qu'on change la mienne, mais Ah! En tout cas, vous avez un super parcours et je pense que on parlait tout à l'heure de rôle modèle, et du fait vous disiez très justement et c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement dans ce podcast. On a besoin de rôle modèle dans ce domaine-là, montrer aussi aux jeunes filles et aux jeunes garçons que ces métiers sont accessibles à eux aussi, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur genre et leur parcours. Et ce que vous incarnez, c'est ça, justement, je trouve, d'un point de vue, tout à fait, extérieur et journalistique. C'est que, vous faites partie de ces rôles modèles qui sont rares en France. Il y en a de plus en plus, mais on a encore du mal à, les faire intervenir dans les médias parce que souvent quand on les invite, elles se sentent pas forcément légitimes. Elles ont du mal aussi à prendre la parole parce qu'elles se concentrent beaucoup plus sur leur métier et le quotidien de leur métier, de leurs engagements plutôt que les interventions médiatiques, voilà, il y a encore un petit syndrome de l'imposteur, donc on est très touchés que vous veniez, justement et je crois que si on peut changer, en vous mettant en avant, mais surtout vous, parce que c'est vous qui faites tout le travail, moi je vous interviewe juste, mais une vie l'une après l'autre, c'est comme ça que ça marche et demain peut-être qu'on aura quelqu'un qui écrira, à Dipty ou à la rédaction de l'Express Éducation en disant: «Voilà, j'ai écouté l'interview de Dipty et je vais faire comme elle». C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, cher Dipty. j'espère qu'il y aura de plus en plus, d'enfants, en fait, qui décideront et même de parents, parce que c'est un message qu'on oublie, on oublie de le dire. Les parents jouent un rôle clé, primordial, je dirais, dans l'éducation des jeunes. Rien que les pousser à aller dans cette voie, juste pousser, hein, ça ça change une vie et c'est pas nous, on a constaté, que, on essaye de faire un peu du reverse mentorship. C'est-à-dire on pose les parents avec les enfants lorsqu'il y a des ateliers de code. Comme ça, ils vont voir qu'en fait ma fille et mon fils s'en sortent très bien et c le préjugé, c'est à mon niveau et pas au niveau de mes enfants. Il y a une c au au-delà de ça, il y a une crise des métiers. On a besoin de plus en plus de personnes qui se lancent dans le numérique aujourd'hui, une crise des vocations, c'est des métiers qui rémunèrent en plus. Absolument, en fait, on a beaucoup de statistiques qui ont montré que d'ici 5 ans, énormément de métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître. Donc, en fait, il faut saisir l'opportunité puisque, si vous saisissez maintenant, d'ici 5 ans, vous êtes capable d'arriver à la pointe de la connaissance, attendue sur ces métiers et donc en plus, c'est des métiers qui payent bien. Je le dis souvent aux jeunes filles, c'est des métiers qui payent bien, c'est des métiers qui vont payer de plus en plus, bien. Donc, pourquoi, ça ne serait que, les hommes qui devraient s'en saisir alors que, nous sommes, autant compétentes, que eux? Vous m'avez dit en préparant cette interview que vous mesuriez le succès d'une interview à son impact et je trouve ça très juste. Quel serait du coup pour vous le plus beau message qu'un ou une jeune, un parent, un enseignant pourrait vous envoyer après cet épisode? Je dirais que tous ceux qui m'écoutent, qu'ils laissent ou permettent l'opportunité aux enfants autour de eux
d'assister ou de découvrir, ne serait-ce qu'une seule fois, l'informatique. Et vous verrez le changement. Puisque ça va créer cet esprit critique. Peut-être que l'enfant aimera, ou les parents aimeront, ou n'aimeront pas, mais en tout cas, ils auront un minimum compris comment ça fonctionne derrière. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ça? Parce que sinon, on a tendance à se dire que c'est de la magie, c'est de la science-fiction. C'est comme dans les films, il y a un zéro et il y a un 1. En fait, l'informatique, c'est pas 0, 1. Donc, c'est bien plus que ça. Et donc, ça, on le découvre qu'une fois qu'on a mis les mains dedans. C'est comme tout métier. Et donc, je serais très heureuse si je ressens un message, même d'un professeur me disant: «Demain, je vais réaliser un atelier de code pour mes enfants. Est-ce qu'Emma a des ressources?» Ravie de le faire. Et c'est ce qu'il faut, c'est step by step. Et je pense que si le step by step, il est fait de manière massive, chacun le fait au moins une fois ce mois-ci, ben, on va avoir un impact colossal. Qu'est-ce que vous pensez de la révolution du no-code? Alors, moi, je pense que pour les profils plus seniors, en tout cas, beaucoup de profils seniors nous ont dit que le no-code, pour moi, m'a permis de comprendre que la technologie était aussi accessible pour moi. Alors, j'ai trouvé ça formidable parce qu'en fait, on a réalisé des activités, on a fait des créations de sites web avec des seniors sur WordPress. Et donc, ils sont repartis avec un site web qu'ils ont envoyé à leurs petits-enfants. Et leurs petits-enfants ont trouvé ça incroyable parce que ce sont des enfants qui n'avaient jamais découvert, n'avaient jamais fait aucune activité informatique. Et donc, on voit en fait que le no-code permet aussi, finalement, non pas seulement de montrer que l'informatique a tellement de métiers à proposer, mais aussi que à tout âge, on peut le découvrir. J'ai beaucoup parlé de code, mais on oublie souvent qu'il n'y a pas que le métier de développeur ou de développeuse. Il y a tellement de métiers en informatique, data scientist, il y a le métier d'ingénieur système, il y a énormément de métiers. Il y a plus des métiers qui vont être ou dans la connaissance du numérique, mais déjà, euh, savoir que ces métiers existent, ça va être un grand changement. Mmh. C'est déjà par là que tout commence. À l'horizon des 10 prochaines années, dit petit, si vous regardez le chemin, parcouru par Emma notamment, quel rêve aimeriez-vous pouvoir cocher? Waouh! Donc on est en 2025, en 2035, on se revoit en On 2035. se donne rendez-vous dans 10 ans, place des grands hommes? Allez, c'est parti. On fera la bise avec la Patrick Bruel. N'importe quoi. Il est temps que ce podcast se termine. J'espère vraiment que, d'ici d'ici 10 ans, comme je disais, voilà, Emma soit la référence, l'association, référence en code et à l'IA partout, partout dans le monde et qu'on ait formé des millions et de millions, millions d'enfants, en tout cas initié, des milliers et de milliers d'enfants. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, dit petit. En tout cas, j'ai été absolument ravie de vous recevoir juste avant de terminer cette interview, parce que oui, il reste encore une petite partie. On va vous poser des questions un tout petit peu plus courtes, qui demandent des réponses plus courtes, en une phrase ou en un mot. Et ma première question, ce sera donc celle-ci. Quelle est votre plus grande fierté dans votre parcours? De n'avoir jamais renoncé. Diplôme ou expérience? Expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans le monde de l'éducation en France? Persévérer. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur? Hem, la découverte de l'inconnu. Votre vision de l'éducation dans 10 ans, place des grands hommes? L'intégration de l'innovation plus facilement. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré dans votre parcours? Je dirais que les figures de l'ombre m'ont Ah beaucoup, oui, inspirée. génial, sur ces femmes, noires à la Exactement, NASA. à la NASA. Exceptionnel. Entre autres, il y en a eu d'autres, mais c'est celle qui m'est venue tout de suite. Et je pense que, c'est un film, qui décrit, bien, certaines situations en informatique de certaines femmes et donc comme quoi la compétence primordie, toujours, gagne toujours, et donc c'est pour ça que j'encourage tout le monde à avoir, cette compétence-là. Alors justement, une compétence que tout le monde devrait apprendre?
Je dirais l'esprit critique. Le plus grand défi des jeunes aujourd'hui? Réussir à faire la différence entre fake news, et Real news. yes, je sais pas si ça se dit, mais Et puis une avant-dernière question, est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie? Des petits malheureusement non. Mais il y a un homme qui a changé ma vie. Alors, quand je dis changer ma vie, c'est un des premiers hommes, issus, du coup d'origine indien aussi, issu, d'un milieu très, modeste, qui aujourd'hui se trouve à la tête d'une boîte, très, très grandes entreprises très, de la très grande tech. entreprise. Mmh. Je me suis beaucoup reconnue en lui et c'est vrai que j'ai eu à peu près, parcours, similaire. Alors pas complètement, mais sur beaucoup de choses et donc je me suis dit, que, Vous avez vu en lui un rôle modèle. c'est ça. Comme quoi un homme peut aussi être un rôle modèle d'une femme, on le dit pas assez. C'est pas tant, un homme ou une femme, c'est plutôt, la finalité, de ce que, il ou elle est devenu. Dernière question des petits, si vous deviez, passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à une personne dans l'éducation, l'enseignement supérieur pour nous parler de ces sujets-là ou d'autres, à qui vous pensez? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Bah, on en parlait, je vous recommande Elisabeth Borne. On en parlait avant de démarrer cette interview, c'est C'est vrai. ça. Ministre de l'éducation, au moment en tout cas où on enregistre ce podcast. On ne sait pas si ça va durer la pauvre, mais Absolument et peut-être, en discuter avec elle, en fait, de sa vision, de ses enjeux, pour intégrer, l'IA, au sein des établissements. Comment elle perçoit, de manière générale le corps, les équipes éducatives parce que, j'ai aussi envie moi de les entendre et comment en fait nous on vient, s'imbriquer dans leurs plans et comment est-ce que nous on peut innover aussi, certaines choses, à leur côté. merci les petits, madame la ministre. L'invitation est lancée. Merci infiniment. On a été vraiment ravis de vous recevoir. Bravo encore pour votre parcours. Vous montrez justement et vous nous rappelez que l'éducation n'est pas figée, elle peut être réinventée, enrichie, ouverte à toutes et à tous. Et puis vous pouvez aussi, surtout, enfin moi d'ailleurs j'en perds mes mots, voilà, vous transformez une vocation personnelle en un mouvement collectif. Et vous nous montrez qu'il suffit parfois d'une petite étincelle, un atelier, un regard émerveillé dont on parlait tout à l'heure pour changer une trajectoire de vie. Merci les petits, à bientôt. Merci, à bientôt.